comment peut-on savoir ce que ça veut dire avocat pénaliste? Le bien, le mal, on nous apprend ça depuis qu'on est né. Et en réalité, il faut tout redécouvrir. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce métier. Ce qui est merveilleux, c'est les autres. C'est Jacques Brel, quoi. J'ai toujours eu la conviction qu'on mesurait la force d'un état de droit et d'une démocratie à la façon dont il traitait ses étrangers et ses délinquants. Non, mais ce qui est scandaleux, c'est le politique, les médias. Voilà. Et la justice ensuite. J'étais tellement mal que j'ai écrit un bouquin, ce qui m'est jamais arrivé, en un été. Mais comme un exutoire, qui s'appelle La violence faite aux autres, et qui n'évoque que ça, la violence judiciaire. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où j'ai décidé de filmer des discussions entre avocats pénalistes, de donner la parole à ces hommes et ces femmes qui ont consacré la vie, qui consacrent leur vie à défendre les autres. Il existe chez les avocats pénalistes une sorte de tradition qui est dans le temps du délibéré, entre le moment où on a fini de plaider et le moment où on attend la décision, d'aller discuter dans des cafés parfois, pas très loin du palais, et de parler de notre vie, de notre carrière, de nos anecdotes, de ce qui nous plaît, de ce qui nous déplaît, de manière souvent informelle, et de se raconter les uns aux autres. Mon but dans ce podcast, c'est d'offrir au grand public la possibilité d'assister à une discussion qui ressemblerait un peu à ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marie Dauzé. Marie Dauzé, qui est une avocate pénaliste, une figure du droit pénal aujourd'hui en France, ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle parfois même une ténora, on en reparlera. Marie Dauzé, merci d'être avec moi. Merci à vous. Et je vais commencer par ma première question, qui est une question simple. Ça fait, je crois, l'année prochaine 25 ans que vous serez avocate. Qu'est-ce qui fait qu'on devient avocat pénaliste ? Alors ça... En fait, c'est un petit peu compliqué parce que moi, j'ai une trajectoire peut-être assez singulière. Et je ne sais pas si aujourd'hui, quelqu'un de 20 ou 25 ans pourrait avoir la même trajectoire que moi, notamment avec ces réformes de l'éducation nationale. Moi, j'ai passé un bac option musique et j'ai arrêté après mon bac les études pour me consacrer à la musique, au conservatoire. Donc, j'étais pas du tout dans cette perspective de devenir avocat. Et puis, j'ai eu un gros problème de santé. Et donc, j'ai dû changer complètement de trajectoire. Et je pense un peu par revanche, j'ai cherché ce qui, pour moi, était le contraire de la musique. Et pour moi, le contraire de la musique, c'était le droit. Et en réalité, d'abord, j'ai eu une grande capacité à apprendre par cœur, parce que quand on étudie 7 heures par jour la musique classique, on a quand même un rapport à la partition et au par cœur qui est très important. Et puis petit à petit, en fait, le droit pénal m'a passionnée. Et je crois aussi que j'ai retrouvé dans le droit pénal, et en tout cas dans cette profession qui est la nôtre, quelque chose du langage qui me manquait tellement en musique. Voilà, je crois quand même que, en tout cas, en plaidoirie, il y a quelque chose que je retrouve de ce que j'avais perdu en musique, quand même. Donc, et c'est très intéressant. Ça m'amène une réflexion directe, c'est-à-dire que d'abord, c'est par opposition. Et ensuite, c'est au contraire par attirance vers quelque chose qu'on retrouve. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que moi, j'ai plutôt eu l'impression, contrairement à ce qu'on dit habituellement, que quand j'ai fait mes études de droit, j'ai très peu appris par cœur, voire pas du tout. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas une très bonne mémoire et donc j'ai d'autres manières d'apprendre. Et l'autre aspect, c'est que moi, j'ai pas fait de la musique, j'ai fait du cinéma avant de devenir avocat. Mais j'ai l'impression, notamment dans le métier d'avocat pénaliste, pas forcément dans le métier d'avocat en général, mais qu'il y a un rapport quasiment artistique à notre profession. D'abord, je te dis mon sentiment, après tu me diras le tien, mais et que je pensais en fait peut-être entendre dans ce que tu me dirais par rapport à la musique. C'est-à-dire d'abord parce que c'est quelque chose pour moi qui est de l'ordre de la création, quand on produit une plaidoirie, quand on réfléchit à une situation. Il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène, ou en tous les cas de la mise en œuvre, parce qu'on soigne un peu notre organe vocal, parce qu'on livre une prestation comme on peut le faire au piano ou au violon, et quelque chose aussi, pour prendre la métaphore de la musique,
du metteur en scène, c'est-à-dire que, enfin, du chef d'orchestre. On a une partition, on sait qu'on va la jouer à l'avance. On a des instrumentistes, notre client, nous-mêmes, enfin un certain nombre de choses. Et à un moment donné, on le produit, quoi. On le met en scène à l'audience. Mais c'est peut-être pas du tout ton sentiment, quoi. Alors, je sais pas. D'abord, j'ai appris beaucoup par cœur parce que je comprenais pas grand-chose. Hein. Donc, quand on comprend pas grand-chose, on apprend par cœur. Droit des sociétés, droit des affaires, droit commercial, j'y comprenais rien. Donc, effectivement, j'apprenais par cœur. J'ai plus de l'artisan. Moi, j'ai le sentiment d'être vraiment une artisan. D'avoir créé une bulle et un monde à l'intérieur du monde. Et ça s'appelle un cabinet, mon rapport à ce que je défends, mon rapport à la détention, mon rapport à l'audience. Et c'est pas tout à fait... je perçois pas la même chose que toi, c'est-à-dire que je pense que jouer une sonate, c'est s'abandonner à la sonate. C'est s'abandonner à l'autre, à celui qui a composé, à ceux qui vont entendre. Et je pense, moi en tout cas, que j'ai un rapport à la défense qui est véritablement de cet ordre-là, c'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais vraiment intéressée, mais ce sont les autres qui me font, qui me fabriquent, qui me donnent de l'énergie, qui m'intéressent. Et je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de s'abandonner à l'autre. Quand je plaide, tu évoquais la mise en scène, je crois au contraire que j'ai le sentiment de n'être plus personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même parfois, et c'est mauvais signe, quand je me dis, mais je suis en train de postillonner, je dois ressembler à rien. Ça veut dire que je me réveille d'un instant où je ne me préoccupe plus du tout de moi. Je me contrefiche de ce que je suis. Il n'y a plus que celui que je défends. Donc je crois que c'est vraiment ça. Et il y avait ce sentiment-là aussi, ce ressenti-là aussi dans la musique. Quand à un moment donné, on n'est plus soi, on n'est plus que ce qu'on joue, que ce qui a été écrit et ce qu'on doit interpréter, quoi. C'est plutôt cet abandon à l'autre qui moi, m'a toujours donné l'énergie que j'ai. Et ça, j'imagine que c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir au moment où on entame ses études de droit. Mais personne ne sait. Enfin, comment peut-on savoir ce que ça veut dire avocat pénaliste? Le bien, le mal, on nous apprend ça depuis qu'on est né. Et en réalité, il faut tout redécouvrir, tout fabriquer, les nuances de gris. Qu'est-ce que ça veut dire le bien et le mal dans notre profession? Enfin, quand on débute, quand on commence, on est confronté à des choses qu'on n'a jamais apprises. Et tant mieux. Donc on va... on va vraiment fabriquer un univers pour moi. On va essayer de travailler les curseurs, de comprendre que à l'intérieur de quelqu'un qui a commis le pire, il y aura toujours un fil à tirer et que ce fil va peut-être être le plus merveilleux des fils. C'est ça qui est merveilleux dans ce métier. Ce qui est merveilleux, c'est les autres. C'est Jacques Brel, quoi. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Bon, moi, je peut-être un peu comme ça. Hein. Je trouve que c'est une belle réponse qui est plus une réponse à pourquoi est-ce qu'on reste avocat pénaliste plutôt que pourquoi on devient avocat pénaliste. Et souvent, je la pose aux confrères quand on discute. Qui est, dans cette question du pourquoi, il y a la question chronologique, c'est-à-dire ce que tu m'as dit. À un moment donné, j'ai fait des études et puis je suis passé à autre chose. Et il y a une question du pourquoi qui est un peu plus profond. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt tendance à penser que, qu'on le sache ou non à l'avance, quand on imagine la profession d'avocat pénaliste, il y a quand même quelque chose a priori qui est rebutant. C'est-à-dire qu'il faut aller au contact des criminels, des voyous, dans un milieu qui est la prison, qui n'est pas la plus agréable, passer du temps en garde à vue avec des policiers et des gens qui, franchement, n'ont pas très envie que vous soyez là. Donc en fait, qu'est-ce qui fait que profondément, on a envie de ça dans sa vie? Qu'est-ce qu'on se dit? Plutôt qu'aller travailler dans le luxe et vendre des choses, machin, et de très bien gagner sa vie, on décide de se précipiter dans cet endroit qui est objectivement pas du tout accueillant. Mais peut-être parce qu'on sait qu'on y sera seul, déjà, et que c'est important d'être aux côtés de celui qui est complètement abandonné. Moi, j'ai toujours eu la conviction qu'on mesurait la force d'un état de droit et d'une démocratie à la façon dont il traitait ses étrangers et ses délinquants. Voilà.
Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que je me suis toujours sentie plus utile là où il n'y avait plus personne, à côté de celui qui est voué à l'opprobre, que tout le monde désigne du doigt, qu'à côté du bien. Et comme je n'ai pas besoin d'être aimée, non mais c'est vrai, je pense aussi, moi il y a quelque chose que j'ai jamais compris, c'est comment l'ego pouvait à ce point pousser dans notre profession, parce que très franchement, je pense que c'est vraiment une profession qu'il faut exercer sans avoir besoin d'être aimé, d'être reconnu, parce que sinon quoi? Mais même avec ceux qu'on défend, enfin ils s'arrêtent pas d'être malfaisants ou pas très sympathiques avec nous. Vous allez dire ça continue. Donc c'est pas ça. Il faut aimer défendre. Il faut aimer être là où plus personne ne veut être, mais pas par provocation, pas parce que on veut être unique. C'est pas ça. C'est parce que moi je pense que c'est là où c'est le plus riche, parce que c'est le plus compliqué. C'est là où il va falloir travailler plus que n'importe où ailleurs pour trouver quelque chose à faire. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai que c'est un rapport, c'est intéressant la manière dont tu le formules. Il faut, c'est certain, pas avoir besoin d'être aimé, parce qu'on sait à l'avance qu'on va quand même pas être aimé par grand monde, en tous les cas dans ce qu'on va faire. Et en même temps, c'est un métier dans lequel on est tout le temps mis en avant du fait qu'à un moment donné, on est seul à prendre la parole, que tout repose sur nos épaules, et qu'on partage, ou en tous les cas qu'on assume, les succès comme les défaites, et qu'on doit séduire. Parce que convaincre, quelque part, à un moment donné, ça passe pas forcément par une forme de séduction au sens général du terme, mais une séduction, c'est-à-dire savoir trouver les choses qui vont plaire à ceux à qui on s'adresse. Et là, il y a peut-être besoin aussi d'ego, ou en tous les cas de savoir se mettre en avant. Je ne sais pas, moi, plus le temps passe et plus je doute, et plus je suis fragile dans cette profession. Et quand j'ai commencé il y a 25 ans, je me disais vivement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce que ce sera beaucoup plus simple, et en réalité, c'est de pire en pire. Mais peut-être parce que j'ai le sentiment, ou plutôt j'appréhende la sensation que j'ai de ne pas avoir de pouvoir. Je le dis franchement. C'est pas de la fausse humilité. Je pense qu'il faut tous qu'on réfléchisse à ça. On a eu une merveilleuse plaidoirie, je n'étais pas là, mais je crois dans le procès Jubilard, il y a quelques heures, quelques jours, je veux dire, qui a été salué par tout le monde. Et pour autant, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Et plus le temps passe, plus je me dis que l'avocat, en tout cas dans son art oratoire, dans sa force de conviction, dans l'exercice qui est celui de la plaidoirie, n'emporte plus. N'emporte plus parce que on est dans une société de plus en plus populiste, avec aussi une frappe médiatique de plus en plus populiste aussi, et que je ne sais pas très bien si notre robe est encore suffisamment grandiloquente, forte et respectée pour emporter la conviction de quiconque, des magistrats comme des jurés. Donc ça me fait peur. Par contre, être aux côtés de ce qu'on défend jusqu'au bout, leur faire traverser cette épreuve, je ne suis pas en train de transformer l'avocat en assistant social ou en psychologue, c'est pas ça. Mais la défense, c'est pas seulement se lever, plaider et réussir à convaincre. C'est pas que ça. Moi, je sais que j'ai pu plaider des relax ou des acquittements qui sont terminés par des déclarations de culpabilité, mais qui ont sauvé celui ou celle que j'ai défendu. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir atteindre, et en tout cas, moi, c'est ce à quoi je m'essaye de plus en plus souvent, parce que j'ai quand même la sensation que dans cette société qui se délite, l'avocat qui emporte la conviction des uns et des autres, ça devient denrée rare. Tu dis, j'ai l'impression qu'on n'emporte plus la conviction, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire entre quand tu as commencé il y a 25 ans et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est plus dur de convaincre ? Ah oui, tout a changé. En 25 ans, tout a changé. Alors après, moi j'entendais... j'ai entendu Henri Leclerc me dire mais tout a changé. J'ai entendu Michel Conitz et Françoise Cotta me dire tout a changé. Je me souviens de Michel Conitz et Françoise Cotta qui me disaient, mais en montrant le téléphone portable, ça a changé notre profession. Quand on arrivait aux audiences, on n'avait pas ça.
Et donc, il y avait le palais, ce lieu sacré, où la secrétaire pouvait parfois courir dans la salle d'audience en disant on a eu un coup de téléphone, il y a une garde à vue en cours, mais on n'emportait pas son cabinet avec nous. Et ça changeait absolument tout au métier. On est devenu un produit de consommation grâce au téléphone portable. C'est-à-dire qu'on appelle un avocat, il n'est pas là, on en appelle un deuxième, il n'est pas là, on en appelle un troisième. Et tu le sais très bien. Voilà, il nous a transformés en produits de consommation. Donc, ça n'est plus le même métier, déjà. Et après, on est dans une société complotiste qui ne croit plus en rien, avec une image de l'avocat déplorable, avec des relations entre magistrats et avocats qui sont exécrables. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti une telle défiance des magistrats à notre égard. Donc oui, tout ça, ça a nécessairement une incidence très forte. Et puis en 25 ans, la justice pénale est devenue un immense fait divers. Moi, la première tribune que je publie, c'était il y a 25 ans avec Françoise Cotta, et ça s'appelait Populisme pénal. Personne ne savait ce que ça voulait dire à l'époque. Et c'était Nicolas Sarkozy qui commençait à instrumentaliser comme ça les faits divers, à jouer sur la carte sécuritaire, à poser les prémices d'un populisme qui aujourd'hui a atteint un point de non-retour. Donc évidemment que tout a changé. Évidemment que tout a changé. On ne peut pas faire comme si l'avocat était aujourd'hui une figure respectée, que les magistrats écoutent avec attention. On ne peut pas faire comme si les magistrats sont habités par le doute et la peur de mal faire et attendent de l'avocat que peut-être il les convainc Mais pas du tout. C'est pas vrai. Donc, je pense que la justice souffre d'un manque de moyens terrible qui fait que les magistrats ont aussi pris une distance par rapport à leurs fonctions qui déshumanise complètement le justiciable. Et puis nous, il va falloir qu'on s'accroche. Hein. Ouais, moi j'ai prêté serment il y a moins longtemps que toi, et j'ai aussi, je fais beaucoup d'assises, et sur la quinzaine d'années où j'en ai fait, j'ai aussi ce sentiment-là, c'est-à-dire que des acquittements que j'obtenais et dont j'étais quasiment sûr de les obtenir avant même que l'audience commence, aujourd'hui, non seulement j'ai plus de certitude de les obtenir, mais de temps en temps, voire régulièrement, je les obtiens pas. Et ce qui me questionne, c'est ce que tu dis là, c'est-à-dire comment ça se fait ? Comment ça se fait que quelque chose qui devrait être évident, et c'est même pas qu'une question de doute, tu vois, c'est juste s'intéresser honnêtement à la vérité d'un dossier qui devrait être éclatante dans un sens ou dans un autre, et qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas, comme si on parlait dans le vent, quoi. Non, mais là où je te rejoins complètement, et sur un petit point, je suis pas d'accord avec toi, bien sûr que c'est la question du doute. Nous sommes dans une société qui ne doute de rien. Nous sommes dans une société fracturée, où chacun a des convictions, et où chacun est persuadé de détenir la vérité. L'intime conviction n'est absolument plus forgée par le doute. Les gens n'ont plus peur de douter, mais les magistrats comme les jurés. Donc, c'en est fini de cela. C'est-à-dire que je pense même qu'ils se défient du doute. Et puis avec... Comme on se méfie de l'avocat. On est les porteurs du doute, on dit méfiez-vous. Moi, tout le temps en audience maintenant, méfiez-vous de ce qui va vous dire l'avocat. Et puis, nous sommes des tricheurs, et nous sommes les complices de nos clients. Donc non, en même temps, la justice ressemble aussi à la société qui la contient. Et on est face à des citoyens qui sont chacun individuellement persuadés d'être dans la vérité et qui n'entendent plus l'autre. L'autre ne les intéresse plus. Enfin, il n'y a plus que des entre-soi et des fractures. C'est tout. J'essaye de... Je suis d'accord, mais j'essaye moi-même de douter, enfin en tous les cas de me questionner, prendre un peu de recul, me dire est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ? Est-ce qu'on n'a pas toujours été dans des sociétés dans laquelle, on va dire, la population générale était ultra répressive, avait envie absolument de condamner. On a vu des affaires dans le passé avec des acharnements fous, où déjà à l'époque, il y avait les médias, déjà il y avait une sorte de vindicte populaire. Donc en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que ça aurait autant changé et aussi vite
en 25 ans ou en 10 ans ou en 15 ans, qu'on serait passé d'une situation avant où déjà il y avait une vindicte populaire forte et que maintenant on est dans un autre paradigme qui rendrait notre travail aussi difficile. Je pense qu'Internet a énormément joué, évidemment, hein, cette révolution qui fait que l'information produit de l'information, qui produit de l'information, qui produit de l'information, et donc la violation de l'instruction, et donc la construction d'une culpabilité ou d'une intime conviction feuilletonnée dans des articles qui violent le secret de l'instruction au jour le jour, et des confrères qui viennent commenter des affaires qui ne sont pas les leurs dans les chaînes d'information continue qui ne parlent que de la justice pénale transformée en fait divers parce que c'est ce qui se vend. Donc c'est aussi tout ça. C'est cette société de la surconsommation de l'information qui fait qu'à un moment donné, la justice pénale, elle est complètement instrumentalisée, mais surtout, elle perd de sa superbe. Et on n'a plus peur de juger. Je suis d'accord avec toi. Évidemment que la société a été bien plus répressive encore il y a des décennies. Évidemment que les citoyens n'ont pas été élevés dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, avec la culture du doute. Mais il y avait quand même, je pense, il y avait peut-être la peur de juger, quelque chose de sacré. Qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui ? Je ne sais pas. Hein. C'est vrai que tu as peut-être raison, je n'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est vrai que cette accessibilité qui est liée à l'Internet, aux médias, à la justice et à ses rouages, fait que ça a un peu trivialisé la chose et que t'as raison, peut-être les gens ils ont plus peur quoi. Et puis tu parlais de l'affaire Jubilard, c'est sûr que les jurés dans l'affaire Jubilard, le jour où ils arrivent le premier jour du procès, ils connaissent déjà toute l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a une page Wikipédia sur l'affaire Jubilard, ils vont taper dans ChatGPT en leur disant à ton avis les coupables, et carrément ChatGPT il peut leur donner une réponse. Et il se trouve qu'en France en plus nous on n'a pas ce système où les jurés, ils ont l'interdiction d'accéder aux médias et aux informations extérieures pendant le procès. Donc j'imagine dans ce procès qu'ils devaient passer temps à aller regarder à la pause chez eux, en discuter, et que tout le monde leur donnait leur avis, et forcément des avis qui connaissent pas le dossier. Mais c'est ça aussi, ce sentiment d'impuissance de la défense, quelle que soit la réalité d'un dossier, quelle que soit la force d'une plaidoirie. Je sens, moi, je ne connais pas ses confrères, mais qu'ils ont vraiment plaidé vrai. Mais puis, attends, il y a autre chose. C'est évidemment la dictature de l'émotion, la force du ressenti aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on essayait de pousser l'émotion et le ressenti derrière les portes des salles d'audience. Aujourd'hui, la souffrance, c'est la preuve d'une infraction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? C'est-à-dire que acquitter, c'est d'abord faire du mal aux parties civiles. Et qui a envie de faire du mal aux parties civiles aujourd'hui ? Donc, ça a énormément évolué, la place des parties civiles. Pendant trop longtemps, elles ont été les parents pauvres de la procédure pénale. On s'en est mal occupé, on les a violentées et c'était scandaleux. Mais là, aujourd'hui, c'est aussi une place qui compte dans l'impossibilité pour les uns et les autres de faire une place au doute. Hein. Vraiment, moi je pense qu'il y a des émotions et des ressentis qui prennent en otage les juridictions. Il y a une expérience pour moi qui est terrible, c'est quand je défends des accusés dans des affaires notamment de meurtre, dans lesquelles il y a évidemment toute la famille du gars qui est là. Tu plaides l'acquittement parce qu'en fait le dossier il permet de justifier que c'est probablement pas lui qui l'a fait, enfin bon, comme on le plaide tous les jours, et que au moment où je plaide et que je sais que je suis en train de conclure l'audience et que je donne mes arguments que j'estime hyper forts, je les entends pleurer derrière moi, en fait, les parties civiles. Et je vois dans le regard des jurés qu'ils les regardent en train de pleurer du simple fait que je viens dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, mais qui doivent être dites. Et parfois, je me dis, en fait, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que je peux dire tout ce que je veux. En fait, ce qui est derrière moi, c'est comme tu dis, ça sera toujours 1000 fois plus fort que le raisonnement qu'on essaye de développer à l'audience. Mais c'est dingue, parce qu'il y a 25 ans, notamment dans les affaires de violences sexuelles, je ne supportais pas la façon dont les confrères... Parce qu'il y a 25 ans, on n'était pas beaucoup... on était très très peu de femmes en pénal. Je ne supportais pas la façon dont les confrères interrogeaient à la barre les parties civiles. Je les trouvais irrespectueux, je les trouvais violents, je les trouvais méprisants. Je détestais ça. Et on est passé de ça à
il ne faut pas poser de questions. Moi, je pose pas de questions. On ne pose plus de questions partie civile. Je sais que ça sert à rien. Non seulement ça sert à rien, mais c'est une violence qui leur est faite, et c'est en tout cas perçu comme ça par les magistrats ou les jurés. Et c'est terrible parce que la justice ne peut pas se faire comme ça. On devrait oser se lever et dire « Madame, monsieur, voilà, on n'y arrive plus. On a tellement peur de l'impression d'audience, du ressenti, de la souffrance, de ce que vont penser les uns et les autres, du simple fait qu'on questionne, qu'on se tait. » Bon, ça a évidemment changé, et ça, tu l'as ça n'est pas rien. Ah oui, complètement. Moi, j'ai senti, je l'ai vécu, ce basculement, complètement. Moi, j'ai l'impression parfois, parce qu'on en parle dans les affaires de violences sexuelles, que la question au cœur du procès maintenant, c'est plus devenu, notamment sur les parties civiles ou en général, est-ce qu'on a la preuve de ? Moi, la question qu'on m'oppose maintenant systématiquement, et d'ailleurs je prépare mes clients sur cette question-là, c'est pourquoi elle mentirait. C'est-à-dire que c'est plus la question de la preuve, c'est la question de la preuve qu'on devrait rapporter du mensonge, qui est une question à laquelle on peut jamais ou très rarement apporter une réponse. Pourquoi elle mentirait ou il mentirait ? Il y a 1000 raisons de mentir. Non, puis surtout, si on apporte une réponse, c'est encore pire. Ça, voilà. Oui, et en même temps, les parties civiles, parce que moi je défends aussi les parties civiles, dans ces procès-là, ont raison de dire que de toute façon, puisque c'est une infraction à huis clos, on ne peut absolument pas évoquer la preuve. Voilà. Et ça, je l'entends. J'ai des procureurs, des avocats généraux qui disent de toute façon, c'est une affaire ou c'est des affaires dans lesquelles on ne peut pas rapporter la preuve formelle, donc on va faire avec ce qu'on a. Sous-entendu, c'est pas grave si c'est pas des preuves. Il faut bien qu'on s'arrange pour réussir à sécuriser une condamnation. Il y a aussi le fameux parole contre parole, c'est pas vrai. Ouais. Ça n'existe pas dans un dossier parole contre parole, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Mais bon, c'est vrai que ce sont des procès qui sont devenus désormais très compliqués. On est allé très vite dans le cœur de choses que je voulais aborder plus tard. Je reviens un peu mais c'est passionnant, donc tant mieux. Je reviens un peu sur la chronologie, mais tu as parlé tout à l'heure de Henri Leclerc. La question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a des figures qui t'ont donné envie d'être avocate, d'être pénaliste, mais plus précisément, des modèles dont tu as tiré des enseignements qui t'accompagnent encore aujourd'hui dans ta manière d'exercer? Oui, Henri Leclerc, évidemment. Il y a eu aussi Daniel Soulez-Larivière qui a compté pour moi, avec qui j'ai écrit un livre d'ailleurs, et notamment ces livres que j'ai trouvé merveilleux et d'une rare intelligence. C'était quelqu'un de très cultivé, qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et moi, j'ai été pendant 2 ans la collaboratrice de Michel Konitz et Françoise Cotta dans un cabinet incroyable. Un cabinet qui n'existe plus aujourd'hui, un cabinet foutraque, un cabinet de pénalistes de terrain. Et ils m'ont tout appris sur les réflexes de la profession. Voilà, donc ce sont des figures qui m'ont marqué, oui. Moi, j'aimerais qu'on parle du cabinet de Konitz et Françoise Cotta. Non, mais parce que déjà, peut-être que j'aimerais un jour qu'ils viennent s'asseoir là. Mais... Ah, Michel, il serait ravi. Ah j'adorais, mais je vais lui envoyer un message pour lui demander. Je dirais que tu le recommandes. Mais ils sont en tous les cas clairement des figures, je trouve, des 20-30 dernières années de la profession de pénaliste. Tous les pénalistes, je pense, de ma génération, parce que les plus jeunes, ils ne les ont pas connus, on les a croisés, on les a connus, c'était des personnages, ils représentaient quelque chose de très particulier. Et surtout, ils ne sont pas du tout connus du grand public. C'est-à-dire que c'est ces pénalistes gigantesquement connus de la profession et totalement inconnus du grand public. Oui, mais ils ont existé avant Internet, quelque part.
C'est-à-dire que les 10-15 dernières années de leur carrière, oui, Internet commençait, mais c'était alors là vraiment des artisans à une époque où eh bien, il y avait le Parisien qui commentait le procès à Créteil, Libération, quelques documentaires, mais on n'était pas sur des procès tweetés, live tweets, enfin tout ça. Non, ils n'ont pas connu ça. C'est vraiment la dernière génération d'ailleurs. Parce que moi, quand je commence, ça y est, je prêtais serment en 2000-2001, on est déjà là sur le début de l'information continue, le début des réseaux sociaux. Eux non. Ils ont, quand ils sont partis, voilà, nous, on découvrait un autre rapport à l'information. Et alors, est-ce que tu peux me raconter, mais c'est moi, hein, c'est vraiment moi qui suis curieux de savoir c'était comment de bosser avec eux, c'était quoi leur quotidien, enfin tu vois, leur singularité. Il y avait une vraie effervescence parce que c'était vraiment le pénal de terrain. C'est-à-dire que ils défendaient. Pas très longtemps, il y a une consoeur qui m'a dit c'était vraiment l'avocat de la rue, Michel Konitz. Mais je comprends pourquoi elle disait cela. Michel, oui. On allait 4-5 fois par semaine en détention, il y avait beaucoup de clients, la salle d'attente était pleine, ça brassait énormément, et en même temps c'était jamais de l'abattage. Françoise avait un lien tellement précieux avec celles et ceux qu'elle défendait. Michel, lui, avait la défense, mais tatouée un peu partout sur le corps. Il avait un rapport très compliqué au parti civil, vraiment. Et je pense que si tu l'entends encore aujourd'hui, il est assez acerbe sur cette question-là. Mais oui, c'était vraiment des avocats dans la peau. Hein. Ils avaient vraiment la défense dans la peau. Moi, j'ai plaidé quelques fois avec les deux. Je me souviens dans le cas de Michel Konitz, ce qui m'avait marqué, c'est justement, on en parlait, un rapport au doute, mais presque douloureux, quoi. Il y avait quelque chose il était tourmenté par. Quand je l'ai vu les quelques fois plaider, j'avais ce sentiment-là il était tourmenté par la difficulté de réussir parfois à dire les choses. Ah non, mais Michel souffrait beaucoup dans cette profession. Moi, je l'ai vu vraiment terrorisé avant de plaider. Terrorisé. Et avec Françoise Cotta, j'ai eu deux audiences aux assises avec elle. Et j'ai le souvenir d'un attachement, d'une affection profonde pour son client, qui était franchement pas un mec très, très sympathique au premier abord, mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre, vraiment d'une affection très forte. Elle défendait profondément l'homme dans son humanité, quoi. Oui, Françoise avait un rapport très très particulier avec ses clients. Elle faisait corps avec eux. Et c'est drôle parce que je me suis dit ça il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si c'est elle qui m'a appris ça ou si on se ressemble, mais j'ai exactement le même rapport avec celles et ceux que je défends. Mais c'est pas seulement que eux ont besoin de faire corps avec elle, c'est que elle a besoin de faire corps avec eux, et moi aussi. C'est-à-dire que je suis... Par exemple, les comparaisons immédiates, pour moi, c'est une torture. C'est une torture. Parce que 10 minutes, un quart d'heure, avec celui que je vais défendre, mais c'est d'une violence. Moi, j'ai besoin de passer des heures au parloir, j'ai besoin de passer des heures au cabinet, j'ai besoin de connaître l'histoire, de comprendre, de faire vraiment corps, même sur des tout petits dossiers. Et je pense que Françoise, elle était de cette veine-là. Mais cet investissement qu'on peut mettre en temps, en énergie, émotionnelle avec les gens, il y a un attachement qui n'est pas forcément de l'ordre... intime, mais il y a un attachement à celui ou à celle qu'on défend. Ça m'amène à, moi, la question qui me pèse au quotidien dans la profession, c'est comment on vit avec nos échecs. Comment on vit... Parce que souvent, les gens ils disent « Qu'est-ce que ça fait de défendre des coupables ?» Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant dans notre cas. Qu'est-ce que ça fait de défendre des innocents qui ont été condamnés ? Comment on fait pour survivre à ça ? On ne survit pas à ça. Non, mais c'est vrai, on ne survit pas à ça. Moi, il y a 3 plaidoiries.
Je pense, l'une, ça fait 22 ans que chaque jour, je la recommence. La deuxième, 18, et la troisième, 4. Mais on ne survit pas à ça. Et puis il y a aussi une chose dont on ne parle pas, c'est la violence judiciaire. On ne parle pas assez de la violence judiciaire. Quand on s'étonne du nombre de détenus qui se suicident, moi je trouve que c'est peu. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Je trouve qu'il y a très peu de justiciables qui se suicident, eu égard à la façon dont on les traite. Je trouve que la justice est une machine à broyer. Et il est important aujourd'hui que les avocats défendent l'état de droit contre l'arbitraire. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait dans mes 2 derniers livres. Mais l'état de droit, c'est aussi un état qui peut être extrêmement violent. Et la justice n'a jamais été aussi violente, parce qu'elle n'a jamais été aussi inhumaine. Moi, je suis désolée de le dire, mais les magistrats étaient beaucoup plus curieux de celles et ceux qu'ils jugeaient il y a 20 ans. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui d'une déshumanisation complète. Et c'est ça dont je souffre aujourd'hui, moi. C'est de cette incapacité à trouver un gramme d'humanité dans ce qui relève pourtant de l'humanité, quoi. C'est-à-dire juger l'autre. Enfin, vraiment, je n'ai jamais eu ce sentiment que la justice était une machine à broyer. Jamais. Avant, maintenant. Là, oui. C'est de pire en pire. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et moi c'est quelque chose que je partage aussi, c'est qu'on panthéonise, là, ce mois-ci, Badinter, et que dans le même temps, on rétablit objectivement ce qu'il avait supprimé, c'est-à-dire les quartiers de haute sécurité, et on n'a jamais autant critiqué ce qui a été le cœur de son œuvre. Président du Conseil constitutionnel, aujourd'hui tous les politiques viennent vous dire que les droits de l'homme c'est une blague, qu'il faut détruire ou en tous les cas affaiblir le Conseil constitutionnel, et on a un ancien maintenant, mais enfin suffisamment actuel pendant un moment, ministre de l'Intérieur, qui nous disait les droits de l'homme ça n'a rien de sacré, quoi. Il faut tranquillement pouvoir l'état de droit n'est ni sacré. L'état de droit n'est voilà. Ce paradoxe, il est quand même fou, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse panthéoniser quelqu'un et dans le même temps venir dire que toute son œuvre devrait être détruite. Non, mais c'est complètement dingue. Hein. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur le populisme. Hein. C'est-à-dire que... Mais d'ailleurs, dans cette cérémonie, quel discours à la hauteur des convictions de Badinter a résonné? Aucun. Je sais pas, il aurait fallu un sureau pour faire résonner quelque chose, et notamment une critique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Un sureau pour, par exemple, expliquer à quel point il est terrifiant de panthéoniser Robert Badinter là, maintenant, tout de suite, et de constater ce délitement, cette violence sociétale. Mais c'est pas lui qu'on est allé chercher. Je sais pas s'il aurait voulu, c'est pas ça. Mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est que les discours étaient tellement creux et plats. Mais je pense aussi parce que probablement ceux qui étaient à la manœuvre n'avaient pas envie d'aborder ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on s'est concentré, en gros, sur son histoire poignante, personnelle, et le fait qu'il ait fait supprimer la peine de mort, sur laquelle on arrive plus ou moins à obtenir un vague consensus actuellement. Mais tout le reste, c'est vrai que ça a été totalement passé sous silence, quoi. Alors que c'est l'essentiel Mais il a été panthéonisé à un moment donné où un garde des Sceaux explique qu'il est le garde des Sceaux des victimes et qu'il faut réquisitionner les EHPAD pour y incarcérer des détenus. Donc je veux dire, comment... que faire avec... c'est même pas une contradiction, mais... Ouais, bon bref, c'est très inquiétant, quoi. Et ça a été quand même, je trouve, une des grandes figures de ce qu'on appelle les avocats engagés. Ce qui, peut-être tu me contrediras, moi j'ai l'impression que c'est aussi ton cas. C'est-à-dire que
au-delà des affaires, était engagé évidemment dans la défense des gens qui te choisissent. Il y a aussi un combat que tu mènes sur certains sujets, sur certaines idées. Est-ce que cette figure de l'avocat engagé, c'est quelque chose qui te travaille, qui te semble intéressant? Il y a des avocats avec qui je discute qui disent ouais, évidemment, l'avocat il a une place dans la société, il est là, il faut qu'il défende des idées en dehors des salles d'audience. Il y en a d'autres qui me disent pas du tout, le pénaliste il défend les gens au quotidien, on n'est pas là pour venir commenter le reste. Toi tu te situes comment par rapport à ça? Non, mais il se trouve que moi, dans le hasard de mon exercice professionnel, j'ai rencontré des entre guillemets des causes à défendre. C'est un peu bizarre, mais quand en 2017-2018 des grands-parents viennent me voir parce que leurs petits-enfants sont dans des camps prisonniers au nord-est syriens et payent le crime de leurs parents, je défends pas un enfant là. Forcément qu'à un moment donné, je défends la cause du rapatriement d'enfants innocents à qui on fait payer le choix de leurs parents. Et c'est complètement délirant quand on y pense. Donc là, à ce moment-là, on parle d'engagement. Surtout que cette cause-là, précisément, elle est très difficilement judiciarisable. Bien sûr. Que c'est surtout un combat quasi politique. Et on a réussi à la judiciariser, grâce d'ailleurs au Comité international des droits de l'enfant, Comité contre la torture des Nations Unies, Cour européenne condamnation par les juridictions administratives. On a réussi à faire du droit là où il n'y avait qu'un acte de gouvernement. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui a été dit et répété, c'est on fait ce qu'on veut. Et ça s'appelle l'état de droit. Et si on veut les laisser crever, on en a le droit parce que c'est un acte de gouvernement. Comment faire du droit sur ça ? Il a fallu effectivement 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et 7 ans en tout et pour tout. Le mois dernier, des enfants qui sont rentrés avaient 7 ans. Ils sont nés dans le camp. Bon, donc ça évidemment qu'on peut dire c'est un engagement. C'est surtout un engagement qui vous dépasse. Moi, mon problème à moi, c'est que je suis obsessionnelle. Donc, quand on me donne quelque chose, c'est un peu comme un chien, on me donne un os à ronger, je le lâche pas. Mais surtout celui-là, c'était pas possible. Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a fait de moi une avocate engagée si on parle de Tarnac ? La justice antiterroriste avec l'affaire Tarnac, évidemment, quand on est désigné dans Tarnac, à un moment donné, on est engagé. Parce que si c'est ça, la justice antiterroriste et le terrorisme, il fallait voir quand même le traitement de ces mises en examen, les aberrations du juge d'instruction à l'époque, encore pire, celle du parquet. Enfin, donc tout ça, ça a été... Il faut en parler un peu parce que l'affaire Tarnac, aujourd'hui, elle n'est pas très connue. Elle n'a pas marqué les médias comme d'autres affaires ont pu le faire. Moi, il se trouve que je suis intervenu dedans très, très, très rapidement à l'époque où j'étais dans mon stage final chez Thierry Lévy, qui défendait certains des mis en cause dans Tarnac. Je trouve que cette affaire, elle est symptomatique de comment est-ce qu'on construit une erreur judiciaire, comment est-ce qu'un système, pour des raisons véritablement politique, décide de créer des condamnations à partir du vent. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui est scandaleux dans cette affaire ? Non, mais ce qui est scandaleux, c'est le politique, les médias. Voilà. Et la justice ensuite. Donc, c'est-à-dire que... oui, mais il fallait quand même voir. C'est-à-dire que cette droite particulièrement, alors c'était Michel Alliot-Marie, expliqué, voilà, on a arrêté des coupables. C'est l'extrême gauche, parce qu'il fallait que ce soit l'extrême gauche. On les a désignés, on les a mis face à des caméras, on a expliqué aux caméras ce qu'ils devaient filmer, ce qu'ils devaient dire, jusqu'à Libération, hein. Quand l'extrême gauche déraille, hein. C'était quand même ça, hein, la une de Libération. Hein. Et quand on a découvert le dossier, mais c'était complètement dingue. C'était complètement dingue. Et tout ceci a été ensuite nourri mais vraiment... engrangé par une justice antiterroriste qui a perdu pied, avec un magistrat instructeur qui a perdu pied, avec un parquet qui a perdu pied, où on fabriquait jour après jour une déclaration de culpabilité. Mais ça pourrait même être une pièce de théâtre, pardon de le dire, mais drôle parce qu'absurde. Les questions qui étaient posées aux mises en examen à l'époque, mais c'était inimaginable. Donc effectivement, moi je me suis retrouvée dans cette affaire-là et j'ai compris à quel point la justice antiterroriste pouvait être d'une violence crasse
à l'intérieur d'un état de droit irréprochable. Alors ça s'est terminé par une relaxe générale, mais ça a duré 10 ans, cette affaire. Et 10 ans d'une procédure judiciaire qui n'a jamais flanché. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on a requis des déclarations de culpabilité et des peines et non des moindres. Ce qui est passionnant dans cette affaire, et pour moi, elle devrait être structurante pour tous les avocats qu'on est, c'est exactement ce que tu racontes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on présente un dossier publiquement, enfin peu importe, on le présente en tous les cas au départ en disant mais la culpabilité, elle est acquise, on a des preuves, elles sont indiscutables. Et ce qui est notre métier, tu rentres dans un dossier et tu vois que tout ce qu'on t'a dit, ça n'existe pas. Et que dès que tu vas creuser, moi je me souviens, j'étais à l'époque, il y avait une histoire, je me souviens plus très bien, mais de policiers qui disent on a fait le calcul des distances pour aller d'un endroit à un autre, et dont on s'est rendu compte qu'en fait, ça leur permettait de mettre en cause les personnes, et que c'était absolument faux, que c'était absolument impossible que ça ait été fait, et que les juges, en fait, derrière, ne veulent rien entendre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai envie de croire que tous ces gens-là, ils sont de bonne foi. J'ai pas envie de croire qu'il y a des policiers qui se lèvent le matin et qui disent on va condamner des coupables. Et des juges qui se disent je m'en fiche de savoir s'ils sont coupables ou pas, on a besoin d'un coupable, on va les mettre en cause. Moi, j'ai envie de croire qu'ils sont de bonne foi. Et qu'est-ce qui fait que, alors qu'ils sont de bonne foi, ils tombent dans le panneau, quoi. Ils se fourvoient à ce point-là. Je crois que c'est un problème de distance. Et je le vois beaucoup dans les affaires de violences sexuelles très médiatiques, qui concernent des gens très célèbres. Il y a un vrai problème de distance. C'est-à-dire que, à un moment donné aussi, c'est le journaliste qui va faire l'information, qui va faire le dossier judiciaire. Là, on ne s'en sort plus. C'est-à-dire que des gens découvrent par les médias qu'ils font l'objet d'une plainte. Les plaignants et les plaignantes vont se réunir dans le cadre d'une enquête préliminaire où tout le monde va parler à tout le monde et tout le monde va expliquer ce qu'il a vécu. Eh bien, j'ai vécu la même chose, et chacun va prendre exactement le même avocat pour ensuite en discuter avec le même policier. Et au bout d'1 an, 18 mois, presque 2 ans parfois, on se retrouve avec une enquête préliminaire à ciel ouvert, puisqu'il y a eu des centaines d'articles, parfois des bouquins. Le type n'est toujours pas convoqué et on ne sait plus qui a fabriqué quoi. Et enfin, la justice, c'est aussi une question de sûreté. Il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi la sûreté. Moi, j'ai connu... Alors, peut-être que c'était pas bien, mais enfin quand même, on prenait la précaution, quand il y avait deux plaignants ou 2 plaignantes, de dire non, chacun son avocat. Parce qu'on va dire que vous avez collé votre récit sur... Bon, c'est pas... Moi, je trouve ça bien, au contraire. La vérité judiciaire, elle doit être la seule vérité qui reste à la toute fin, parce qu'elle s'oblige. Elle s'oblige à des contraintes qui n'existent nulle part ailleurs. Le journaliste, quand on lui donne un texto, le policier, on est obligé de lui donner tout le téléphone. Quand on donne au journaliste un certificat médical, le juge lui demande une expertise faite par un expert assermenté. Lorsque le journaliste demande à un témoin ce qu'il pense de ceci ou cela, eh bien, le juge, lui, l'interroge et le témoin doit jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est pour ça que la vérité judiciaire doit être, dans une démocratie, la seule qui reste à la toute fin. En tout cas, elle doit gagner sur les autres. Mais si la procédure judiciaire, dans certains dossiers, c'est désormais une procédure judiciaire qui est faite par des journalistes, ou qui est faite de témoignages qui se mêlent les uns aux autres dans le cadre d'une enquête journalistique qui participe à l'enquête préliminaire, on va plus s'en sortir. On va plus s'en sortir. En tout cas, moi je pense que ça fait partie aussi de l'affaiblissement de l'autorité judiciaire, ça. Et même quand on arrive à mettre hors de cause celui qu'on défend dans une affaire comme ça, il y a une telle soif répressive et une telle frustration qu'on en vient parfois à s'en prendre même à son avocat. Oui, mais c'est pire. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand la personne est mise hors de cause, il est considéré comme doublement coupable. C'est-à-dire d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et en plus
d'avoir réussi à échapper à la sanction judiciaire. C'est-à-dire qu'une décision judiciaire n'innocente plus personne aujourd'hui. Ça a énormément changé. Avant, il y avait une relaxe, un acclissement, un classement sans suite. C'était terminé. La page était tournée. Et on ne disait pas ah oui, mais ça, c'est parce que la justice est patriarcale, ou c'est parce que la justice est laxiste, ou c'est parce que la justice ne sait pas condamner les coupables. La décision judiciaire clôturait un débat. Il est innocent ou il est coupable. C'est fini. Plus aucune décision judiciaire innocente. C'est fini. Elle déclare coupable, ça, il n'y a pas de problème, mais l'innocence n'existe plus. C'est juste, il a réussi à s'en sortir, Ouais. c'est tout. Donc forcément qu'évidemment l'avocat est complice, puisque c'est grâce à lui qu'il a réussi à s'en sortir. Mais c'est complètement fou. Hein. C'est-à-dire qu'en plus on dit « Non, mais il a été relaxé au bénéfice du doute ». Tu le sais comme moi, ça ne veut absolument rien dire, ça n'existe nulle part. Mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire que quand on voit Ibrahim Malouf, il est relaxé par une cour d'appel. Eh bien, il est viré d'un jury dans un festival. Parce que la relaxe, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'il est innocent. Je sais pas. Et ça, c'est très, très inquiétant. Ça veut bien dire qu'il y a une déliquescence de l'autorité judiciaire et une justice qui se dit, très probablement, on est décrié parce qu'on est trop laxiste et qu'on n'entend pas assez les parties civiles. Donc, soyons de plus en plus durs. Et tout ça participe, à mon humble avis, à un populisme qui va très très mal se terminer. Aussi, finalement, acceptent ce populisme judiciaire et essayent de servir la soif répressive. Écoute, moi je sais pas, mais en tout cas dans certains dossiers, quand j'arrive à l'audience, que je tourne ma tête et que je me dis eh mince, il y a des journalistes, la seconde pensée qui me vient, ça n'est pas chouette, la présomption d'innocence va éclater. Hein, ils auront peur, très très peur de le condamner, eu égard à la présence de journalistes dans la salle. Non, c'est pas tout à fait ce que je pense. Puis on a vu récemment, en plus, que quand les magistrats prennent des décisions, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, maintenant ils sont menacés de mort, poursuivis, c'est complètement livrés vraiment dans les médias aux pires bien sûr. menaces, quoi. Donc c'est aussi terrible parce que comment tu peux exercer correctement ton job en indépendance si tu sais que le lendemain on va te livrer ton adresse dans la presse outre, quoi. Oui, j'avais été très choquée, mais même des magistrats de l'ordre administratif, lorsqu'un ministre de l'Intérieur, qui de surcroît se trompe en droit sur les décisions à prendre en droit des étrangers, vilipende les magistrats d'un tribunal administratif, et notamment je crois que c'était celui de Melun. Il faut imaginer ce que ça veut dire derrière. Et tout ça se fait, mais sans aucune difficulté. Le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur jette au pilori des magistrats tous les 4 matins. Et l'autre sujet que je voulais aborder dans cette évolution de notre profession, que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est aussi le risque judiciaire qu'on commence, nous, en tant qu'avocats pénalistes, à subir du simple fait de faire notre métier. C'est-à-dire que on a de plus en plus d'avocats et de pénalistes qui se retrouvent à être eux-mêmes mis en cause dans le cadre de leur activité, dont d'ailleurs la plupart du temps, on se rend compte qu'à la fin, c'était totalement faux. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une telle défiance par rapport à la profession d'avocat et aux avocats individuellement eux-mêmes qu'aujourd'hui, les portes sont ouvertes, quoi. C'est-à-dire que allons-y, on va les mettre en cause, et tant mieux parce que ça va montrer que les gens sont coupables. Et je t'en parle parce que toi-même, tu as eu à subir ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de l'affaire, mais c'est quoi ton sentiment sur ça ? C'est-à-dire sur cette manière dont notre profession, elle est aussi visée c'est le culte de l'avocat complice. Et moi, en plus, c'est la précipitation d'un journaliste à figer cette image-là. Bon, voilà. C'est-à-dire que moi, j'avais encore jamais lu en 25 ans, on a demandé une réaction à cette personne, mais elle est en garde à vue. Voilà. Donc c'est la définition du contradictoire.
Bon. Mais c'est effectivement le mythe, le culte de l'avocat complice et la violation du secret de l'instruction par les autorités judiciaires. Qu'on vient nous reprocher à nous. Bien sûr, mais par les autorités judiciaires, qui démontrent aussi à quel point nous sommes non seulement méprisés, mais gravement mis en danger. Je veux dire, moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que ça devient plus dangereux de défendre un accusé de violence sexuelle dans un dossier médiatique que de devenir l'avocat du grand banditisme ou de défendre un narcotrafiquant. C'est complètement dingue. D'abord parce que certaines parties civiles ont décrété qu'on était les complices des violeurs. Et ça, c'est quand même terrible. Et moi, je défends suffisamment de parties civiles dans ces dossiers-là pour savoir qu'il y a un vrai travail à faire du côté de l'avocat. Parce que quand on a tellement souffert, évidemment qu'on arrive avec toute sa rancœur et toute sa haine et toute sa souffrance dans un cabinet d'avocat, mais que notre rôle, c'est de leur expliquer quelle est la place de chacun, quel est le dessein de la justice, ce que sont les droits de la défense. Je crois qu'il y a certains confrères qui ne le font pas. Et en tout cas, oui, je pense qu'on va être tous de plus en plus inquiétés. Mais moi, je ne suis pas inquiète pour moi, je suis inquiète pour notre profession. Je suis inquiète pour notre homme. Et puis, je ne vais pas, contrairement à l'autorité judiciaire et à beaucoup d'autres, violer le secret de l'instruction. Sauf si j'y serais obligée, mais je ne l'espère pas. Mais c'est très inquiétant. C'est très, très, très inquiétant. Et tu le dis dans les affaires médiatiques de nature sexuelle, tu évoques aussi les avocats des narcotrafics. Moi, il se trouve que j'en défends aussi, et que quand on a été entendu avec mon associé au Sénat, tu sais, dans la commission parlementaire, c'est aussi le sentiment qu'on a eu, c'est-à-dire que c'était limite... Pas comment on va réformer la justice pour mieux attraper les narcotrafiquants, mais plutôt comment on va réformer la justice pour empêcher les avocats de les défendre. Avec une autre question, qui est celle des nullités, mais qui était obsessionnelle pour eux, et qui, pareil, est totalement hallucinante. C'est-à-dire que la question, c'est pas comment on fait pour que la justice, elle respecte mieux le droit, c'est comment on fait pour que les avocats puissent pas faire sauter les procédures quand on respecte pas le droit, quoi. Non, mais c'est vraiment, encore une fois, la figure de l'avocat complice. Et je pense même que parfois, certains magistrats décident, ou en tout cas se convainquent d'une culpabilité en fonction du choix de l'avocat. Mais vraiment, dans ces dossiers-là, je suis persuadée de ça. Persuadée. Et alors, est-ce que c'est pas lié, j'essaie aussi d'être mon propre contradicteur, au fait que peut-être, nous-mêmes, dans l'exercice de notre profession, je parle en général, on s'est mis en avant aussi, en tant que figure individuelle, qui défend tel ou tel dossier, et que donc on nous identifie plus, et que peut-être aussi on s'est éloigné des magistrats, ou qu'on a radicalisé le rapport qu'on pouvait avoir à eux. Je discutais la dernière fois avec Cohen Saban, par exemple, qui me disait, mais moi, quand j'ai commencé à exercer, on discutait tous les jours avec les magistrats, parfois même on mangeait avec eux. Je sais. On allait moi, boire des coups. Moi, je l'ai vu il y a 25 ans. Voilà. Je l'ai vu il y a 25 ans. Qu'est-ce qui fait que ça a changé ? Tu penses que c'est les avocats, que c'est les magistrats, que c'est la société qui a créé ça ? Je donne un exemple concret. Moi, quand j'ai commencé au palais de justice à Paris, la galerie de l'instruction, c'était entièrement ouvert. Tu venais, tu rentrais, tu toquais à la porte, tu discutais, on t'offrait le café. Je dis pas que moi j'ai été ami avec eux, j'étais plutôt, à mon avis, c'était la fin de cette époque-là, mais véritablement, on pouvait discuter avec eux et simplement y accéder facilement. Aujourd'hui, dans le nouveau palais à Paris, faut avoir une carte, faut rentrer avec le badge, faut qu'on t'ouvre la porte, il y a 1000 sécurités, et puis quand t'oses toquer à la porte, déjà, tu ne toques plus à la porte du juge, mais même du greffier qui n'a plus envie de te recevoir. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là ? Mais je pense que les magistrats ne se nourrissent plus de ce qu'on sait, de ce qu'on a à dire, de ce qu'on pense. Ils estiment qu'on ne les éclaire sur rien. Moi, je suis toujours fascinée par le fait qu'un magistrat, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans d'instruction, ne prenne pas son téléphone pour dire
Bonjour maître, on peut se voir, j'aimerais bien qu'on discute de ce dossier-là. Jamais. Il n'a jamais besoin de discuter avec celle ou celui qui passe des heures à essayer de comprendre un mis en examen. Je sais pas, c'est quand même fou, quoi. Jamais. À la fin d'un interrogatoire, quand vous dites « Monsieur le juge, je peux vous voir 2 minutes ?» Mais combien de fois le juge dit « Maître, je peux vous voir 2 minutes ?» 2 minutes pour poser des questions. Pour dire « Il est quand même étrange, il y a des choses que je comprends. » Mais jamais. Jamais. Mais... Ça ne les intéresse pas. Et ça dénote quand même de quelque chose de terrible, parce que ce qui les intéresse, c'est l'infraction. C'est pas ça, le juge. Et donc, comment ça se fait, quoi? Et comment on fait pour changer ça? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la déshumanisation. Non, on est dans une société de plus en plus brutale. C'est une évolution générale. Mais oui, j'en suis persuadée, la justice ressemble à cette société qui se délite et qui est de plus en plus brutale. Alors eux, ils vont vous expliquer qu'ils manquent de moyens, et que c'est de cela dont ils souffrent. Moi, j'ai une juge un jour au téléphone qui était à 2 doigts de pleurer en disant « Oui, je sais, maître, c'est de la maltraitance judiciaire. Je sais. Je le sais. D'ailleurs, j'arrête. J'en peux plus. Donc je peux entendre. » Mais tout de même, quelques questions. Est-ce que, pour revenir sur une note positive, un peu d'optimisme, est-ce que, moi ce que j'aime bien dans les discussions comme ça aussi, parfois entre pénalistes, c'est qu'on partage nos anecdotes, quoi, des grands moments d'audience, des choses qui nous ont bouleversés. Est-ce que quand même, dans ta carrière, tu te souviendrais d'une anecdote, d'une histoire, d'un moment où tu as quand même eu l'impression que tu as pu changer les choses, que tu as bouleversé le cours de ce qui était en train de se dérouler et que c'est ton intervention qui a pu changer les choses? J'espère que quand même ça nous arrive de temps en temps. Je ne sais pas, alors je suis pas certaine d'avoir eu ce sentiment-là parce que je doute trop de moi et vraiment je ne pense pas. Mais par contre, j'ai eu le sentiment d'avoir bouleversé et changé des choses chez celle ou celui que je défends. C'est-à-dire, et donc d'avoir emporté la conviction des magistrats ou des jurés avec celle ou celui que je défends. Jamais seul. C'est-à-dire que faire corps, comme je disais tout à l'heure, ça oui. Moi, seul contre tout ce qui... Non, je peux pas avoir ce sentiment-là parce que ça me ressemble pas. Mais oui, bien sûr qu'il y a eu des moments d'audience exceptionnels. Vraiment exceptionnels. Et tu pourrais nous en partager un? Ouais, ils sont toujours trop longs à raconter, mais c'est pas forcément dans l'acquittement. C'est pas dans l'acquittement, c'est à un moment donné, on sait que celui qu'on défend est compris et il est entendu. Mais vraiment, c'est de l'ordre de la magie, il se passe quelque chose de magique à ce moment-là. Et tout le monde le perçoit. À un moment donné, dans une cour d'assises, si ça fonctionne, on a vraiment le sentiment que chacun sait de quoi on parle et qu'il y a une unité. Ça dure quelques secondes ou quelques minutes, mais voilà, ce moment-là, il est merveilleux et il se traduit, que ce soit par un acquittement ou par une peine. Mais c'est pas tout à fait le résultat, moi. C'est juste... ils ont compris. Il y a parfois aussi des moments qui sont très beaux, je trouve, pour les gens qu'on défend. C'est que, justement, quel que soit le résultat, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on est aussi ceux qui sont les seuls à pouvoir dire leur vérité, peu importe qu'elle soit entendue ou pas. Mais le simple fait qu'elle a été dite, et publiquement, et dans la forme qui est celle de la cour d'assises, en fait, c'est aussi ça, leur faire justice, quoi, à notre manière. Est-ce que, moi, parfois, j'ai l'impression, je me dis, je sais que c'est mort. J'ai compris. Ils n'ont pas envie d'entendre. Mais je vais le dire pour lui ou pour elle parce qu'il en a besoin et ils repartent avec cette idée que quelque part la justice, elle a fait son œuvre, ne serait-ce que parce que les choses ont pu être dites, quoi. Oui, bien sûr. Je ne suis, moi, que la voix de celles et ceux que je défends. Et quel que soit d'ailleurs le côté de la barre concernée. Et évidemment qu'on est là pour faire exister ce qu'ils ne peuvent pas dire et ce qu'on ne veut pas entendre aussi, ce que les magistrats refusent d'écouter. Mais c'est
important, mais extrêmement important pour eux, que ça résonne dans une salle d'audience. Même si ce n'est pas entendu. Au moins, ça aura été posé. Ça aura été là. Et si on devait réfléchir ensemble, enfin, ou plutôt toi que tu me proposes quelque chose, de un article du Code de procédure pénale, une disposition, un élément du système, à ton sens, qu'il faudrait changer pour aller vers cette idée de justice, ou en tous les cas de justice qui fonctionne mieux, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui régulièrement te grippe parce que tu te dis mais c'est pas possible que ça fonctionne comme ça, il faudrait changer ça et ça irait mieux ? Faire de la violation de la présomption d'innocence une infraction. Je crois qu'on peut plus continuer comme ça. Mais même pour les victimes, hein, je crois qu'on peut plus continuer comme ça. On peut plus continuer à permettre des jugements à l'emporte-pièce publics. Enfin, je veux dire, moi, le nombre de personnes qui me disent, mais de toute façon, le classement sans suite, le non-lieu, la relaxe sur l'acquittement, j'en ai plus rien à faire. La décision de justice, je m'en moque. Elle m'intéresse plus, c'est fini. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et je le dis aussi par rapport aux victimes, parce que de rendre public une culpabilité avant toute décision de justice, c'est aussi malmener la réalité de la souffrance qui a été vécue. Parce que quelque part, les dés sont pipés dès le départ. Et on est plus dans la vengeance que dans la justice. Et je ne suis pas tout à fait sûre, moi, que cette réparation-là va beaucoup aider les uns et les autres. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est toujours la difficulté de considérer que le mal va réparer le mal, quoi. La justice va réparer le mal, mais le mal ne répare pas le mal. Ou en tout cas, ça risque fort d'être une mascarade au bout de l'histoire. Non, je crois vraiment que ce qu'il faudrait désormais, mais jamais on n'osera s'attaquer à ça, c'est faire de la violation de la présomption d'innocence une infraction. Pour que tout ceci se règle dans un système judiciaire apaisé et plus sur les plateaux de télévision, quoi. Et de concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on interdit à tous de parler d'un dossier avant qu'il y ait une décision définitive qui a été rendue par la justice ? Il y aura une façon d'en parler. D'abord, ce qu'il faudrait, c'est... Non, mais soit on arrête avec le juge d'instruction et avec l'information judiciaire, et on fait comme aux États-Unis, on fait une instruction vraiment à ciel ouvert dans un tribunal avec des audiences toutes les semaines sur les charges et les éléments à charge et les éléments à décharge. Soit on rétablit vraiment le secret de l'instruction et le respect de la présomption d'innocence, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Parce que ce que tu dis aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de créer une infraction d'atteinte à la présomption d'innocence, ça peut déjà commencer par faire respecter une infraction qui existe déjà, qui est la violation du secret de l'instruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde parle de toutes les affaires alors qu'elles sont couvertes par le secret de l'instruction. Mais... qu'est-ce qu'on va nous dire en face ? Il y a la nécessité de l'information, les gens ont le droit de savoir, si telle ou telle personnalité est mise en cause, évidemment qu'il faut que le public le sache, quand bien même il ne serait pas encore condamné. Donc mais non, mais tout ça. C'est pas ça le problème, c'est qu'on feuilletonne en réalité. C'est-à-dire qu'on peut parler, on peut donner l'information d'une mise en examen en disant voilà, la présomption d'innocence doit être respectée et ne pas prendre des bouts de dossier, des bouts de texto, des bouts de messages pour toujours et encore présenter la personne comme coupable et s'étonner ensuite d'une décision de classement sans suite ou de relax en disant bah voilà, la justice n'est pas à la hauteur de la douleur des victimes. Il y a quand même un vrai problème, quoi. À un moment donné, la vérité, c'est que la violation du secret de l'instruction et la violation de la présomption d'innocence, elle est toujours à charge. Elle transforme toujours le présumé innocent en coupable, puisque c'est ce qui se vend. C'est pas l'innocence qui se vend, c'est la culpabilité, c'est le salaud. C'est pas celui qui est injustement accusé, ça ne se vend pas, ça.
Surtout pas aujourd'hui. Donc le vrai problème, il est là. C'est que si on violait la présomption d'innocence ou le secret d'instruction parce qu'on considère qu'il faut absolument raconter une histoire avec les éléments à charge, à décharge, bref, dans un équilibre et dans une volonté d'équilibre le plus objectif possible, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, mais c'est pas du tout le cas. C'est comment bousiller quelqu'un là, tout de suite, maintenant. Je veux dire, moi, je veux bien, mais je sais pas. Non, mais c'est ce que tu dis, ou alors l'exact inverse, c'est-à-dire rendre tout public tout de suite, mais véritablement tout sous les formes d'audience. On arrête l'information judiciaire avec le juge d'instruction à la française. Et donc on les filme, les audiences. Moi personnellement, je suis favorable. Je pense que c'est pas bon pour les gens qui sont concernés d'être filmés à l'audience, mais je pense que pour l'information du grand public, ça serait une bonne chose. Qu'ils se rendent compte une bonne fois pour toutes de comment ça se passe véritablement en audience. Je peux pas me résoudre à ça, parce qu'on va tomber, et on est déjà tellement enlisé dans la justice spectacle, on va tomber dans la justice de spectacle. Moi, je suis désolée, d'un côté, on supprime les jurés, de l'autre, on fait rentrer les caméras dans les salles d'audience. Mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin ? C'est-à-dire que tous les jurés qui sortent de cette expérience se disent « c'est pas si facile, en fait, de juger ». Tous en sortent bouleversés. Et maintenant, on fait rentrer les caméras pour que chacun dans son salon se fasse une idée sur Popol qui est coupable ou pas. Enfin, je veux dire, c'est indigne. Et encore une fois, ça désacralise absolument tout. Je sais pas, je suis très très inquiète, moi. Parce qu'il y a cette idée sur ce que tu disais, c'est-à-dire la défiance, l'incompréhension que peuvent avoir les gens par rapport à la justice. Et c'est paradoxal ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure ? La justice, elle est de plus en plus répressive, elle condamne de plus en plus, elle écoute de moins en moins, et l'opinion publique est exactement l'inverse. La justice, elle est de plus en plus laxiste. Les juges, ils sont tous des juges rouges qui n'ont pas envie de condamner. Cette décorrélation, elle est folle. Comment on fait pour que on arrive à ce que les gens comprennent la réalité de ce que nous, on vit au quotidien. C'est-à-dire que la justice a une violence absolue, qu'elle écoute jamais, qu'elle détruit les gens. Moi, je passe mon temps à dire aux gens, allez une après-midi en comparution immédiate. Vous allez voir la réalité de ce que c'est la justice. Que la seule chose que vous souhaiterez dans votre vie, c'est de ne jamais être confronté à la justice, tellement elle est injuste dans la manière dont on l'aperçoit. Moi, cet été, j'étais tellement mal que j'ai écrit un bouquin, ce qui m'est jamais arrivé, en un été. Mais comme un exutoire, qui s'appelle « La violence faite aux autres », qui va sortir bientôt, et qui n'évoque que ça, la violence judiciaire. Parce que vraiment, je n'en pouvais plus. En fait, je n'en pouvais plus du mal que la justice est capable de faire à des coupables, à des innocents, à des mis en examen, à des condamnés, à des victimes, peu importe, mais de cette fabrique du mal, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on le raconte. Vraiment. Parce qu'on ne peut pas laisser faire. Encore une fois, moi je veux bien défendre l'état de droit contre l'arbitraire. Je veux bien dire attention au tribunal médiatique et engouffrons-nous uniquement dans la justice et pas dans le tribunal médiatique et pas dans l'arbitraire. Mais si la justice, c'est désormais ça, pardon, hein. Et cette violence, moi j'ai parfois l'impression qu'on la vit aussi nous beaucoup. C'est-à-dire que c'est la violence faite aux gens qu'on défend évidemment, mais qu'en fait on l'absorbe quoi. On est aussi l'éponge de ça. Enfin, ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti sur ça. C'est-à-dire sur la manière dont nous, on vit cette violence qui, moi, parfois m'atteint. C'est-à-dire que j'ai des fois où je dis, j'en ai marre d'être mal reçu par les magistrats, qu'on me parle mal, qu'on considère que je suis le mal absolu, que dès que je vais ouvrir la bouche, c'est pour mentir. En fait, c'est terrible parce que c'est décourageant alors que on y croit vraiment, quoi. On est extrêmement sincère dans notre démarche. Un jour, j'ai un magistrat qui est absolument détestable et ma collaboratrice est sortie de l'interrogatoire. J'ai bien senti que c'était très dur. Mais elle est formidable, comme toutes mes collaboratrices, et elle dit « ça va aller ». Je suis allée voir le justiciable en détention et ce justiciable a éclaté en sanglots. Ce justiciable avait tout vécu dans sa vie. Le pire. Il a éclaté en sanglots en me disant « c'est horrible, la façon dont il a traité votre collaboratrice.
C'était horrible. C'était horrible, maître. Franchement, c'était horrible. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que cet homme, mis en examen, en détention provisoire, pleurait de n'avoir pas réussi à défendre son défenseur. Et pleurait sur la violence faite à son avocat. Bon, pardon, mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire d'en arriver là. Hein. Tu parles de tes collaboratrices, des plus jeunes avocats avec lesquels on travaille et à qui on transmet ou on essaye de transmettre les choses. Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui sur notre profession, sur les principes qui doivent guider la manière dont on exerce ? C'est un atelier chez moi. On est artisans, donc ils participent à tout. On discute beaucoup. Je pense que cette génération est extrêmement choquée par la violence judiciaire. Vraiment, je le pense. Et moi, je les trouve formidables parce qu'elles commencent à un instant où tout va mal. Vraiment, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai 25 ans de barreau. Je sais très bien que c'était tellement mieux pour Michel Conitz et Françoise. Michel et Françoise se disaient, pas trop fort, mais enfin nous le disaient quand même, que c'était tellement mieux pour Henri Leclerc ou Thierry Lévy. Bon, mais cette génération d'avocats, je ne leur souhaite pas. D'abord, on parlait de militantisme tout à l'heure, mais moi je sens aussi des confrères qui sont devenus des idéologues. Et ça va pas non plus. Moi, j'entends parfois des confrères qui disent « Je ne défends que des victimes, que des femmes victimes de ça. » Mais moi, je défends. Et c'est pas grave, hein, je respecte, mais ça me fait peur. Ce choix à ce point on n'est même plus dans une cause à défendre, parce que ça veut dire qu'on n'ouvre plus notre curiosité à l'autre, Enfin, la justice, c'est un tout. Et c'est comme si un médecin disait, moi je soigne telle maladie, mais pas celle-là. Moi je défends pas n'importe quoi, mais je veux défendre n'importe qui. Sinon, ça n'a pas de sens. Et on est parfois véritablement... Quand on voit certains confrères qui vont plus loin que le parquet, ça c'était impossible avant. Il y a eu un communiqué de presse là qui a circulé dans l'affaire Jubilard, je ne sais même pas qui l'a rédigé, ça m'importe peu, mais c'est un communiqué de presse mais qui n'aurait jamais pu exister il y a 10 ans. D'ailleurs, je pense que l'ordre des avocats aurait convoqué le confrère. Hein. Mais là aussi, enfin, les confrères de partie civile, parfois... sont d'une violence comparée à l'accusation. Mais on s'interdisait ça. Moi, je viens de la génération où on n'avait pas le droit d'aller devant la chambre de l'instruction. On n'avait pas le droit d'intervenir en matière de détention provisoire parce que la personne était présumée innocente. On se l'interdisait. C'est pas qu'on n'avait pas le droit. Le droit existait. Évidemment. Mais nous, en tant que pénalistes, on s'interdisait d'y aller. Oui, voilà. Et alors, sauf moi, je me souviens de l'exception où là, la personne en détention avait menacé de détention, de mort, la partie civile que je défendais. Bon, là, j'étais quand même obligée de dire, il est présumé innocent, mais sinon... Et aujourd'hui, je me retrouve parfois devant la chambre de l'instruction avec des réquisitions qui sont moins convaincantes et moins affirmées que les plaidoiries des confrères, quoi. Et oui, j'avoue, les bras m'en tombent. Hein. Les bras m'en tombent. Hein. Mais donc c'est peut-être aussi au sein de notre profession, soit de notre formation, soit de notre capacité à travailler les uns avec les autres, qu'on doit peut-être mieux se tenir ou se former pour être au niveau. Non, mais il faut être aussi clair. On est très individualiste aussi. Alors moi, en plus, je suis solitaire. Donc, je ne suis pas individualiste, je suis très, très solitaire. Mais je pense qu'on ne se regroupe pas assez, qu'on ne parle pas assez, qu'on n'est pas assez solidaires les uns des autres, qu'on ne réfléchit pas assez à tout ce qui nous arrive depuis 20 ans. Et qu'on paye aussi ça, parce que chacun doit manger, chacun doit travailler, qu'on est quand même tous en concurrence, que c'est une profession libérale et qu'elle est violente parce que la population pénale est violente aussi, et ça ne nous aide pas à penser collectivement et raisonnablement. Il y a ça aussi, hein, pas l'oublier. Puis il y a aussi
ce qu'on appelle le barreau pénal, c'est-à-dire qu'on est aussi au sein de la profession d'avocat une ultra-minorité qui fonctionnons selon des règles qui n'ont strictement rien à voir avec les règles qui s'appliquent aux autres avocats en termes de fonctionnement, de tout, et que on est peut-être aussi un peu isolé dans ce monde-là. C'est-à-dire que moi je me demande dans quelle mesure, même s'ils interviennent de temps en temps, hein, le barreau, il s'intéresse véritablement à ce qu'on est en train de vivre, parce que on est minoritaire. En fait, si demain on disparaît, ça change rien à la vie générale du barreau. Ils sont des dizaines de milliers, là on est à peine quelques centaines, quoi. Oui, bien sûr. Et donc c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui est étudiant en droit, qui veut devenir avocat, sur la manière d'aborder le métier, qu'il y ait des erreurs à ne pas faire, ou que toi peut-être tu dirais j'ai fait des erreurs, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça autrement? Je pense que c'est c'est un peu contradictoire, parce que je pense qu'on peut pas faire cette profession sans l'investir dans une absolue énergie, en fait. Et en même temps, je pense qu'il faut savoir garder une vraie distance. C'est très difficile, ça. Parce que je ne sais pas comment on peut faire ce métier à moitié. Je ne sais pas comment c'est possible. Et en même temps, on finit par le faire mal si on ne fait plus que ça, parce qu'il nous emporte. Ou en tout cas, pas forcément le faire mal, mais se faire mal. Oui, peut-être. Donc, je ne sais pas. En même temps, la vérité, c'est que ça reste le plus beau métier du monde, pour moi en tout cas. Mais vraiment, ce que je disais à Henri Leclerc avant qu'il parte, je lui avais dit, c'est la moitié d'une caresse, ce métier, pour 99 coups de poing dans la figure. Mais cette caresse-là, elle n'existe nulle part ailleurs, quoi. On ne peut pas retrouver la saveur de cette caresse à un autre endroit que dans un parloir, qu'au creux de son cabinet. C'est quand même ça. Et c'est vrai que peu importe, moi je reste la plus heureuse dans mon entre-soi, entre moi et celles et ceux que je défends. Et c'est quand même une chance inouïe. C'est assez beau, cette image de la caresse et des coups, parce que c'est vraiment, je trouve, comme ça qu'on le vit, quoi. On a quelques très 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 rares moments de satisfaction, mais qui sont d'une qualité impossible à retrouver ailleurs, par rapport à une violence et des déceptions, il faut quand même le dire, qui sont très, très nombreuses, quoi. On arrive quasiment à la fin. J'aurais une dernière question. C'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, qu'on dise de toi en tant qu'avocate? Pas, je dis pas c'est la fin de ta carrière, hein, mais je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se dise de toi en tant qu'avocate? La trace que tu aimerais laisser dans l'esprit des gens, dans ce que tu as fait, ou toi simplement, ce que tu aurais envie de laisser comme trace, quoi, en tant qu'avocate? Elle ne les lâchez pas. L'avocate qui ne lâche rien ni personne. Merci beaucoup en tous les cas, Marie, d'être venue, d'avoir répondu à mes questions. C'était passionnant, émouvant à certains moments, je dois le dire. Mais ça l'est toujours, je trouve, quand je discute avec des pénalistes, parce qu'en fait, on partage des trucs qu'on vit vraiment au fond de nous, quoi. Donc voilà, merci d'être venu, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouvera bientôt pour de prochains épisodes.